L'information de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons les titres sommaires de cette édition. Réunion de l'IDA20 sur la reconstitution des ressources. Les dirigeants africains ont interagi sur leurs défis communs de développement en matière d'amélioration du capital humain, de création d'emplois pour les jeunes, les femmes et la relance économique. Ils demandent à la Banque mondiale un soutien financier de 100 milliards de dollars sur les 3 prochaines années pour la relance de leurs économies. Et drame sur les routes au PK 107 sur l'autoroute du Nord. Un accident a fait 56 victimes, dont 25 morts et une trentaine de blessés. 4 enfants restent non identifiés. Le ministre de la Solidarité apporte l'assistance et la compassion du gouvernement aux victimes. Les situations presque chaotiques à l'ouest de l'Europe après les fortes intempéries, après un glissement de terrain et des inondations. Plus de 100 morts sont dénombrés en Allemagne et en Belgique. Une centaine de personnes sont portées disparues. Certaines zones du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Italie et de la France ont aussi enregistré des inondations après les fortes précipitations. Bienvenue dans ce Trésor. Ce journal est traduit en langue des signes. Et pour commencer, cet événement qui a rassemblé hier une vingtaine de pays africains ici, à Abidjan, la réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Les travaux avaient pour objectif la relance de l'économie suite à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Il s'agissait aussi d'aider le continent africain à poursuivre la transformation économique. Je vous propose de revenir sur l'ouverture de cette rencontre sur la santé économique de l'Afrique, et c'est avec Viviane Aïma. En sa qualité de champion, désigné par l'Union africaine pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, plan d'action pour construire une Afrique prospère et unie à l'horizon 2063, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, vient une fois de plus d'assumer pleinement la confiance placée en lui par ses pairs, en organisant ce jeudi 15 juillet ici à Abidjan, en collaboration avec la Banque mondiale, la réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, l'IDEA. 10 chefs d'État du continent ont effectué le déplacement à Abidjan, sans compter les nombreux autres chefs d'État qui ont participé aux travaux par visioconférence. Plusieurs délégations ministérielles étaient présentes. La rencontre a enregistré la présence également des hauts responsables de la Banque mondiale. L'objectif de ce sommet d'Abidjan, qui fait suite au sommet sur le financement des économies africaines tenu le 18 mai dernier à Paris, était de faire un plaidoyer auprès des donateurs internationaux afin que l'IDEA, qui est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète, soit dotée d'une surface financière conséquente d'au moins 100 milliards de dollars d'ici à la fin 2021, pour permettre à l'institution d'apporter un soutien efficace aux États africains lourdement entravés dans leurs efforts de développement par la pandémie de la Covid-19. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président et cher frère Alassane Ouattara, d'avoir pris l'initiative d'organiser avec d'aussi importants partenaires que sont la Banque mondiale et la Société financière internationale cette rencontre de haut niveau consacrée à la 20e reconstitution des ressources de l'IDA. Il me plaît à juste titre de saluer votre incontestable leadership sur toutes les questions économiques du continent et plus globalement sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Afrique dont vous êtes le champion. L'Afrique a été interrompue dans son élan par la pandémie de la Covid-19. Elle a connu la pire contre-performance jamais enregistrée au cours des dernières 25 années, avec un taux de croissance de moins 2%, une augmentation de 25 à 30 millions du nombre de chômeurs et un retour d'à peu près 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Si on y ajoute la forte destruction du capital humain consécutive aux fermetures des milliers d'écoles, des centres de santé et des structures de formation, les chocs sont incommensurables. Cette importante doléance des États africains trouve un écho favorable auprès de la Banque mondiale, comme l'ont affirmé
le directeur des opérations de la banque, Axel van Trotsenburg, et le directeur général de la Société financière internationale, Maktar Diop. Reste désormais à motiver les donateurs, d'où la nécessité d'élaborer un plaidoyer pour présenter les besoins, les projets et démontrer la pertinence de l'aide sollicitée. C'était là l'objectif de ce sommet d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son intervention, a apporté des arguments pertinents pour ce plaidoyer. Je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements à mes homologues chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement d'Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous hautement important, organisé en collaboration avec la Banque mondiale. Cette rencontre se tient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie de Covid-19. En effet, la Covid-19 a entraîné une crise sanitaire, sociale, économique sans précédent. Elle a freiné la dynamique de croissance amorcée dans plusieurs régions du monde. Ainsi, l'Afrique subsaharienne a connu en 2020, en plus des attaques terroristes, sa contre-performance la plus importante jamais enregistrée, alors que la reprise dans les économies avancées sera financée en grande partie par des milliers de milliards de dollars de mesures budgétaires et des politiques monétaires extraordinaires et accommodantes des banques centrales. Les pays d'Afrique subsaharienne ne disposent malheureusement pas de la même flexibilité et des mêmes instruments. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la directrice générale du Fonds monétaire international, je pense que ceci est totalement injuste, que les pays africains soient limités dans leur financement par des plafonds de déficit qui sont totalement irréalistes au regard de la lutte contre le terrorisme, de la pandémie que nous vivons. Et bien évidemment, si Axel et ses collègues arrivaient à augmenter les ressources concessionnelles, je pense qu'un autre plaidoyer que nous devrions faire, c'est de dire au Fonds monétaire international d'accepter d'augmenter les plafonds de déficit dans les pays en Afrique au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. Je dois dire que je suis totalement contre cette volonté de maintenir les déficits à 5 ou 6%, alors que les pays européens sont à 8 ou 9% et les États-Unis sont à 9% de déficit. Mais cela étant, le Fonds monétaire estimait le besoin de financement en Afrique subsaharienne à 285 milliards de dollars sur les prochaines années pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique. La cérémonie d'ouverture a fait place à la photo de famille pour immortaliser cette importante rencontre. Les chefs d'État ont ensuite eu leur huis clos pour se concerter. Nous restons dans la chronologie de cet événement. Il s'est achevé sur une déclaration dite déclaration d'Abidjan, un plaidoyer pour soutenir le continent en vue de mieux reconstruire l'économie après la crise découlant de la pandémie de Covid-19. Les donateurs de l'IDEA ont aussi été exhortés à soutenir la reconstitution ambitieuse et importante des ressources. Les dirigeants africains demandent le rehaussement du fonds de l'IDEA 20 de 82 à 100 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, soit 50 000 milliards de francs CFA. Nous en parlons avec Viviane Aima. Après un huis clos de plus d'une heure, le sommet d'Abidjan sur la 20e reconstitution des ressources de l'IDEA a accouché d'une importante déclaration, dite Déclaration d'Abidjan. Le présent document, Déclaration d'Abidjan, représente le résultat de nos discussions et devrait constituer un cadre de référence pour la priorisation des interventions du groupe de la Banque mondiale au cours des années à venir.
Compte tenu du besoin additionnel de financement en Afrique subsaharienne, estimé à 285 milliards sur les 5 prochaines années, notamment pour lutter contre la pandémie et le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique, les pays africains doivent adopter une stratégie soutenable de financement de leur développement, incluant, outre leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, la mobilisation de financements concessionnels et non concessionnels et le secteur privé. Les ressources IDA doivent nous permettre de relancer nos économies, ainsi que le processus de développement pour aider nos populations à se remettre de l'impact de la Covid-19, repenser collectivement nos approches de développement et nous concentrer sur les obstacles les plus critiques qui empêchent une reprise verte, résiliente et plus inclusive. Nous ciblons nos actions sur 3 thématiques majeures, à savoir l'amélioration du capital humain, la création d'emplois par des politiques de développement du secteur privé et la relance économique. Initiateur de cette réunion de haut niveau, le rôle est revenu au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, de conclure. À mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. Méthode et pragmatisme ont marqué cette rencontre. Les regards sont désormais tournés vers les donateurs. Et la contribution des donateurs devrait intervenir en décembre prochain. Écoutons à présent les avis des chefs d'État sur l'objet de cette rencontre. Ils étaient 10 à prendre part à cet événement aux côtés de leur homologue ivoirien Alassane Ouattara. On regarde. Nous avons besoin de financement de 285 milliards. Même si nous avons 100 milliards, c'est bien, mais il y a toujours un gap. Donc il faut continuer à travailler et à mobiliser des ressources. L'enjeu de la conférence que le président Alassane Ouattara a bien voulu convoquer, c'est permettre à l'Afrique, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions, de passer très rapidement à la relance. Parce que nous sommes aussi bien les autres continents, les autres grandes régions du monde sont en train de penser à la croissance après la crise. Nous sommes la seule région qui est à la traîne. Donc il faut que nous fassions un plaidoyer de façon collective, de façon à disposer des ressources bon marché, prévisibles, qui nous permettent de relancer nos économies. L'IDA est un grand partenaire des pays africains. Nous venons de sortir, si tant est que nous soyons sortis, d'une grave crise induite par la prévalence de la Covid et tous ses effets catastrophiques sur nos économies. Nous avons besoin de reconstruire nos économies dans le cadre d'une nouvelle relation à définir avec l'IDA. Dans cette crise, d'autres pays ont eu des centaines de milliards de dollars pour sortir de cette crise sans trop de casse et sont même dans leur reconstruction. Par contre, l'Afrique, n'a pas eu ces possibilités-là. Et cette injustice-là doit se réparer dans une sorte de solidarité que nous devons avoir ensemble au plan mondial. Je voudrais à cette occasion féliciter mon frère, le président Ouattara, pour l'organisation en partenariat avec la Banque mondiale de notre rencontre d'aujourd'hui. Et en profiter aussi pour lui adresser tous mes remerciements pour nous y avoir conviés. C'est un programme qui nous accompagne depuis 1963, donc ça fait plus d'un demi-siècle. Il est très important dans différents domaines. Le plus important est celui du capital humain. En marge de cette réunion de haut niveau, le président de la République de Côte d'Ivoire a échangé avec ses homologues, dont ceux du Togo et du Bénin. Alassane Ouattara s'est aussi entretenu avec des représentants de la Banque mondiale et plusieurs chefs de délégation, dont la ministre des Finances de l'Angola et le Premier ministre du Soudan. Je vous propose
Sur la conférence de presse qu'ont animée à cette occasion le Premier ministre ivoirien, le directeur général des opérations de la Banque mondiale et le patron de la SFI, suivant le commentaire d'Alexis Ouedraogo. Il aura fallu 6 semaines entre le sommet de Paris et celui de l'IDA d'Abidjan. Une rencontre pour amorcer différemment le développement du continent au lendemain de la Covid-19. Nous avons eu des gouvernements et des chefs d'État qui ont eu une vision très claire et une manière très claire d'articuler ce qu'il fallait pour leur continent. Et à la pratique, la solidarité internationale entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires devrait être l'accélérateur de la croissance économique. Il y a une solidarité internationale entre les bailleurs de fonds, mais aussi les pays bénéficiaires, et qu'on doit maintenir et remplir aussi avec substance. Substance sur le grand axe d'intervention et substance sur le volume d'appui financier. Pour le Premier ministre Patrick Achi, ce sommet historique pose les jalons d'une relance économique efficiente. Depuis que l'IDA existe, jamais on a eu une telle implication, le leadership à un tel niveau du continent. C'est environ 23 chefs d'État de différents pays, représentants de chefs d'État qu'on a eu en présentiel et en conférence vidéo. Et c'est vraiment pour nous un très grand honneur. Mais je crois qu'on est surtout extrêmement heureux de voir les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Le plaidoyer pour un soutien accru de l'institution aux pays africains a été porté par les chefs d'État. Notons que l'actuelle reconstitution de l'IDA devrait couvrir la période 2022-2025. Et après ce sommet de l'IDA qui s'est achevé sur un plaidoyer de soutien économique, le Premier ministre Patrick Achi ouvre ce 16 juillet l'hôpital général d'Adjamé après plusieurs travaux entrepris pour la réhabilitation de cette structure sanitaire pour une meilleure prise en charge des malades. Suivons à présent le point Covid à cette date. Le dernier point sur la gestion de la pandémie présente 40 nouveaux cas de Covid-19 et 19 nouvelles guérisons. Le bilan à cette date, le total, 48 999 cas confirmés, dont 48 350 personnes guéries, 319 personnes décédées. Il reste encore 340 cas actifs. Et sachez qu'au moins 874 736 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur tout le territoire ivoirien. Parlons de cet accident impliquant un minibus et un autocar le 14 juillet dernier au PK 107 sur l'autoroute du Nord. Le bilan provisoire de cet accident fait état de 56 victimes, dont 25 tuées et 31 personnes blessées qui ont été évacuées à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo dans le département de Tiassalé. Les victimes et familles de personnes décédées dans ce drame ont reçu la compassion du gouvernement par une visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, suivant ce rapport de Walter Amadou Ouattara. Mercredi à 19h47, la 7e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires, basée en Zianois, a été alertée pour un accident de la voie publique au niveau de l'autoroute du Nord, précisément au PK 105. Selon les victimes, l'accident serait lié à une collision frontale impliquant un minibus en partance pour Issia et un car en provenance de Korogo. Le minibus aurait fait une sortie de route suite à une crevaison. J'étais là, du temps à la direction. Un monsieur qui était assis à côté de moi, il s'est jeté sur moi en même temps. L'autre voiture qui était dans le sens inverse et il est venu nous percuter. Moi, j'étais assis juste derrière le chauffeur. J'ai entendu un bruit assourdissant. J'ai vu le chauffeur, son convoyeur, plus l'apprenti sur place. Moi, je me suis retrouvé dans les allées. J'ai eu ce côté-là qui a été fracturé. Les blessés ont été transférés aux alentours de 20h à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bobo, à une dizaine de kilomètres de Ndoussi, dans le département de Tiassalé. Selon des sources médicales et sécuritaires, cet accident a fait au moins 57 victimes. Nous avons signalé qu'on aurait pu avoir jusqu'à 90 blessés, donc nous avons mis en alerte
notre plan blanc de façon partielle et les blessés sont arrivés au fur et à mesure. Nous avons dénombré au total 34 personnes qui sont arrivées sur place à l'hôpital. Il n'y a eu aucun décès au niveau de l'hôpital. Parmi les blessés, on avait 9 enfants. Il y a 18 qui sont repartis après les soins à la maison ce matin. Parmi les 11 adultes, il y a 3 qui sont polytraumatisés, qui sont dans le coma. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussitôt instruit le gouvernement pour un suivi de la situation. Ainsi, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, au nom du gouvernement, est allée traduire la compassion de l'État aux victimes et aux parents des personnes décédées. Le chef de l'État a suivi lui-même particulièrement toutes les opérations d'évacuation des blessés. Le chef de l'État s'associe à l'immense chagrin des familles endeuillées. Nous sommes venus présenter ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Un seul mort, c'est déjà un mort de trop. En avoir 23 en une seule nuit, nous disons Yako à toute la Côte d'Ivoire. Hospitalisés à Saint-Jean-Baptiste, au moins 4 enfants demeurent sans parents à leur côté. Un accident qui rappelle la prudence sur les routes et une situation aussi dramatique est vécue en Europe. Les dernières pluies ont été d'une intensité extrême sur le vieux continent. Des villages engloutis sous des mètres d'eau, des maisons effondrées, des façades d'immeubles emportées. Le bilan humain ne cesse aussi de grimper. Il dépasse les 100 morts et des centaines de personnes sont portées disparues. En Allemagne et en Belgique, les autorités craignent que le nombre de décès augmente encore. De nombreux axes routiers et une majeure partie des voies de chemin de fer ont été fermées. Les pays voisins apportent leur aide par hélicoptère ou encore par bateau de sauvetage. Revenons à notre actualité, précisément au découpage territorial qui a vu naître 12 nouveaux districts autonomes en plus des 2 existants. Ces entités ont le rôle de décentraliser l'action de l'État dans les régions qu'ils couvrent. Ces 12 nouveaux districts autonomes sont créés pour porter le développement et le progrès social dans les aires géographiques beaucoup plus étendues, disait le chef de l'État il y a quelques semaines. Comment cela se fera dans la pratique quand cette tâche est plus ou moins exécutée par les mairies et les conseils régionaux? Suivons l'analyse de Mahama Traoré sur ce sujet. La fonction de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beguer-Mambé l'occupe depuis 2011. À ce titre, il a piloté et réalisé plusieurs projets de développement au profit des populations. Dernière en date, cette convention signée avec un groupe français pour la construction de logements sociaux à coût accessible. Le logement qui sera offert va comporter la télévision, le salon, le frigo, tout ce dont les Ivoiriens ont besoin pour se sentir à l'aise. Tout cela sera dans le logement et ce sont les groupes liés aux groupes leaders et qui sont aussi partenaires qui vont apporter ces équipements de sorte à ce que les coûts soient les plus bas possibles. Augustin Thiam joue ce même rôle d'agent de développement local pour le compte du district autonome de Yamoussoukro, la capitale politique dont il est le ministre-gouverneur. Depuis le mois de mai 2011 à ce jour, ce sont 95 projets qui ont été totalement réalisés, totalement livrés aux populations. Mais combien d'Ivoiriens le savent? Pour eux, le gouverneur ne fait rien. Ce sentiment de scepticisme s'est encore renforcé récemment avec la création de 12 nouveaux districts autonomes et de la nomination par le président de la République de leur premier responsable. Ces 12 nouvelles entités regroupent l'ensemble des 31 régions du pays. Dans les rues d'Abidjan, les populations ont un avis partagé sur le sujet. Nous voulons tous le développement chez nous aussi. Ça peut envoyer le développement dans nos différentes régions. Ça nous fera plaisir parce que les conseils régionaux n'ont pas répondu à notre attente. Du moment où la population augmente au fil du temps, il faut encore des grands atterris, comme on le dit, pour pouvoir subvenir aux besoins de cette population-là. Pour ma part, j'aurais préféré qu'on ne crée pas autant de districts, puisqu'on a déjà des maires et des conseillers régionaux. Du côté de l'opposition, le PDCI RDA, par voie de communiqué, conteste cette décision de création des districts autonomes. Quelle nouvelle charge encore exorbitante et improductive va-t-on, une fois de plus,
infligée aux contribuables avec cette juxtaposition injustifiée de missions décentralisées, pendant que l'État a d'énormes difficultés à faire face aux charges de fonctionnement et d'investissement des nombreuses structures existantes que sont les conseils régionaux et les mairies. Et pourtant, la création des districts autonomes est prévue par la loi numéro 2014-452 du 5 août 2014. Selon cette loi, le district autonome est régi par les règles de la décentralisation et de la déconcentration. À cet effet, il est entre autres chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes et projets et de toutes actions telles qu'adoptées par le gouvernement ou encore de faire approuver par le gouvernement le projet de schéma directeur. C'est essentiellement une mission de développement, un soldat de développement sur la première ligne. Nous allons donc pouvoir être sur place, relever tout ce qui n'a pas pu être fait pour l'amélioration, n'est-ce pas, des différentes régions et plus particulièrement les districts. Nous devons connaître les préoccupations de la base et nous devons connaître les capacités du sommet pour que les deux se marient et qu'on apporte des réponses concrètes. Lors d'une conférence publique prononcée récemment à Bongouanou, capitale de la région du Moronou, le directeur général de la décentralisation fait des précisions sur les attributions dévolues à chaque entité. Les compétences sont partagées. Si on vous dit l'école primaire doit être construite par la commune, ça ne sert à rien que la commune aille construire le collège. Si on dit le collège ou le lycée ou l'hôpital général va être construit par le conseil régional, mais pourquoi le conseil régional va aller construire la maternelle qui est du domaine de la commune? C'est pas que c'est compliqué dans ça. Si on dit le district autonome, comme c'est une entité relativement relevée, elle, son rôle, c'est de construire des infrastructures d'intérêt interrégional. C'est-à-dire, si on a construit l'université dans le district de la Congo, mais qu'est-ce que la région va acheter là-bas? Au plus haut niveau de l'exécutif, on entend vouloir donner une nouvelle impulsion au processus de développement local avec la création des districts autonomes. Cette aspiration nourrit les attentes des autres collectivités décentralisées que sont les mairies et les conseils régionaux. Mes attentes sont simples, que la décentralisation soit appuyée, que les populations soient mieux assistées, que nous puissions donc harmoniser le développement en construisant partout sur le territoire des infrastructures de développement, en permettant aux hommes et aux femmes, surtout aux jeunes, de mener des activités génératrices de revenus qui les fixent sur place. Il ne doit pas avoir de conflit de compétences, bien au contraire, il doit avoir une complémentarité à l'effet d'apporter une solution aux difficultés des populations et contribuer sincèrement au bien-être des populations. Il faudra à terme que l'Ivoirien de Korogo puisse vivre toute sa vie à Korogo dans les conditions matérielles optimales de santé, de sécurité, d'éducation, de travail et qu'il n'ait pas besoin de venir à Abidjan pour vivre sa vie. Le Sénat sera saisi en premier ressort quand il s'agira de légiférer sur l'action des districts autonomes. Cette chambre parlementaire aux prérogatives dévolues aux collectivités décentralisées voit d'un bon œil la création des districts autonomes. À l'épreuve du fonctionnement des districts, les sénateurs peuvent organiser des séances d'information, comme cela se fait déjà sur d'autres thématiques, et éventuellement adresser des questions écrites, des questions orales au gouvernement pour, in fine, adresser une fois de plus des recommandations et plus globalement contribuer efficacement à l'amélioration, au renforcement de la politique de décentralisation dans notre pays. Les 12 nouveaux ministres gouverneurs nouvellement nommés attendent encore leur feuille de route avant d'investir le terrain. Leurs administrés, eux, s'impatientent de voir leurs conditions de vie s'améliorer davantage. La tâche s'annonce alors immense pour les districts autonomes. Voilà, les districts autonomes en mission de développement pour un meilleur progrès social, une décentralisation donc de l'action de l'État pour plus d'efficacité. C'est un dossier très instructif de Mahama Traoré que vous pourrez revoir sur rti.info.
C'est bientôt la fête de la Tabaski, précisément le 20 juillet prochain. Et pour cette fête du mouton, la bête sera disponible et surtout accessible. Et c'est en tout cas le souhait du gouvernement par cette mission que conduit le Comité national de lutte contre la vie chère. Jusqu'au 18 juillet prochain, ils contrôleront l'approvisionnement des marchés. Ils parcourent ainsi la nationale A3 d'Abidjan aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso. À présent, ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, le mardi 20 juillet 2021, jour de la fête de Tabaski, Aïd el-Kébir, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et en attendant la fête de l'Aïd el-Kébir, on célèbre l'excellence à Ouangolodougou. Les meilleurs élèves, enseignants et partenaires locaux du système éducatif ont reçu des prix. Le commentaire de Kader Sogodogo. Une journée pour honorer les meilleurs acteurs de l'école du département de Ouangolodougou. Une initiative pour pallier à toutes les difficultés et fédérer les énergies pour un développement socio-éducatif dans le département. Les 5 premiers de chaque niveau, du CP1 au CM2, les meilleurs enseignants ont reçu chacun des kits scolaires et des ordinateurs. En plus des dons, des prix spéciaux ont été décernés aux lauréats. Susciter le goût du travail chez les apprenants. Exhorter les enseignants et le personnel administratif à une prise de conscience professionnelle, sensibiliser les parents à s'impliquer dans l'encadrement de leurs enfants et enfin mobiliser les acteurs et partenaires autour des questions de l'école. Pour le député de Ouangolodougou, cette journée qui vise à susciter et à encourager le goût de l'effort doit être encouragée. Félicitations à vous pour le travail abattu durant l'année scolaire. Soyez des modèles. Que ces prix ne soient pas le dernier de votre parcours scolaire. Désormais, vous devez vous mettre au travail afin d'être les meilleurs partout où vous vous trouverez. C'est sous une note de gaieté que organisateurs, parents d'élèves, élèves et invités se sont séparés. Et nous achevons aussi cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dès 18h Kolo Koulibaly pour d'autres informations d'ici et du monde. Je vous souhaite un excellent après-midi.